Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On voit que les gens commencent à se joindre à nous tranquillement. Est-ce que vous nous entendez bien? Si oui, peut-être écrire dans la conversation ou un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Oui, excellent. Premier pouce. Donc, on nous entend bien. Bonne nouvelle. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. On va prendre une petite minute ou deux, laisser le temps aux participants et participantes de se connecter. Excellent, ça commence à rentrer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous qui viennent tout juste de se joindre à nous. Donc, on va attendre encore une petite minute juste avant de débuter, laisser la chance aux participants d'arriver. OK, déjà rendu à 19 participants. On attendait environ entre 40 et 50 personnes aujourd'hui. Est-ce qu'on attend encore quelques minutes, Vincent, ou est-ce qu'on lance? On va commencer. OK. On va commencer tranquillement et ceux et celles qui joindront à nous pourront, euh, pourront y participer. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En attendant que tout le monde se joigne à nous, on aimerait vous demander de mentionner dans la conversation l'organisation pour laquelle vous travaillez ou que vous représentez aujourd'hui, s'il vous plaît. Et juste avant de commencer, permettez-moi de vous partager quelques informations ou quelques instructions techniques. De un, veuillez noter qu'une période de questions est prévue à la toute fin du webinaire. Cependant, on vous invite à soumettre vos questions directement via l'onglet en haut de votre écran qui s'appelle Questions et réponses. On va prioriser cet onglet-là pour aller chercher les questions afin d'y répondre à la fin du webinaire au lieu de lever la main durant la présentation. Si jamais vous avez des questions plutôt techniques ou besoin d'assistance, on vous invite à ce moment-ci à les inscrire plutôt dans la conversation que dans les questions et réponses. Aussi, pour d'autres raisons techniques et de soucis de bon fonctionnement durant le webinaire, notre personne responsable à la technique a désactivé les micros et les caméras de toutes les participantes et participants. Mais rassurez-vous, lorsque nous allons venir à la période de questions, ça va être possible de les réallumer, de les réactiver pour pouvoir voir votre visage, poser vos questions et échanger avec vous. Et pour votre information, on a prévu une durée d'environ 40 minutes pour la tenue du webinaire aujourd'hui, incluant la période de questions. Sans plus tarder, avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais prendre une petite minute pour me présenter. Pour ceux et celles qui ne m'ont jamais vu, ne me connaissent pas encore, je m'appelle Vanessa Trottier-Michaud. Je suis chargée de projet pour la région de biosphère Manicouagan-Wapishka en tourisme durable. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que mon équipe et moi, on vous accueille pour la tenue de ce premier webinaire qui est consacré à l'introduction de la vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique. Je serai votre animatrice pour ce webinaire. Maintenant, en ce qui concerne le déroulement de le webinaire, on va commencer avec la présentation de notre invité du jour ainsi que du contexte du projet, suivi de les principaux apprentissages ainsi qu'une présentation des ressources disponibles. Puis nous terminerons avec une mise en bouche ou plutôt un bref aperçu de l'événement à venir dans les prochains mois en lien avec le projet de une vitrine en tourisme responsable et durable et terminerons avec une période de questions, évidemment. Sans plus attendre, passons à la présentation de notre invité du jour. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mon collègue, Monsieur Vincent Bussière. Vincent est chargé de projet principal au sein de la région de biosphère Manicouagan-Wapishka. Au cours de sa présentation, Vincent nous parlera notamment de ce que ça représente de créer et d'animer une vitrine en tourisme responsable et durable. Il l'illustrera notamment à travers le territoire de démonstration, qui est la réserve de biodiversité Wapishka,
qui est un exemple concret de gestion territoriale participative et adaptative. Vincent abordera également différentes réalisations telles que des projets pilotes, de la documentation ayant été produite et surtout les fiches thématiques et les outils qui seront rendus disponibles et qui ont été développés pour soutenir le projet de vitrine. Donc, je vous invite dès maintenant à profiter pleinement du webinaire et à participer activement aux échanges. Je laisse la parole à mon collègue Vincent. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter le projet de vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique et autochtone. C'est un défi que j'ai de faire rentrer dans les 30 prochaines minutes un projet de 3 ans qui documente et qui présente des bonnes pratiques et des succès qui ont été réalisés dans les 15 dernières années. Donc, voilà, je me lance. Tout d'abord, le projet de vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique et autochtone, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un projet de 3 ans, comme j'ai mentionné précédemment, amorcé en 2022, qui a 3 principaux objectifs. Tout d'abord, de documenter et d'expérimenter des meilleures pratiques au sein du territoire de démonstration qu'est la réserve de biodiversité Wapishka. On souhaite également générer des connaissances, démontrer les retombées positives qu'un tourisme durable peut avoir à l'intérieur d'une destination, particulièrement d'un site touristique en milieu naturel, puis diffuser les connaissances, les meilleures pratiques qu'on a documentées à travers le projet. D'où la raison de ce premier webinaire d'une série de 5 et des autres outils qu'on va vous présenter un peu plus tard aujourd'hui. La vitrine, c'est un projet qui est réalisé par la région de biosphère Manicouagan-Wapishka, mais qui est soutenu financièrement par le ministère du Tourisme. Sans l'appui du ministère du Tourisme, ça n'aurait pas été possible d'effectuer ce projet. Donc, on prend un petit moment là, pour remercier le ministère du Tourisme et souligner également que ça s'inscrit dans le cadre du plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025. Avant d'aller un peu plus en détail sur ce qui est effectué dans la réserve de biodiversité Wapishka et ce qu'on souhaite mettre de l'avant, je tenais à ce qu'on ait une définition, somme toute commune, de qu'est-ce qu'est un tourisme responsable et durable. Dans le cadre du projet, on a décidé d'utiliser cette définition de l'UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui stipule qu'un tourisme responsable et durable tient pleinement compte de ses impacts à la fois économiques, sociaux et environnementaux actuels, mais également futurs. Et c'est également un tourisme qui répond autant aux besoins des visiteurs que des professionnels, que ce soit les entreprises ou les employés, qui répond également aux besoins de l'environnement local et des communautés qui accueillent les activités touristiques. À cette définition du tourisme responsable et durable, dans notre cas, on a décidé d'ajouter un volet de gouvernance et de culture, puisque ce sont 2 aspects qui sont importants et complémentaires aux définitions traditionnelles là, du développement durable. Ça prend une importance dans notre cas, puisque notamment nous sommes une région de biosphère. Je vous mets en contexte. La région de biosphère et le territoire de démonstration du projet Vitrine. Donc, la région de biosphère, c'est à la fois un organisme à but non lucratif qui est titulaire d'une désignation de région de biosphère de l'UNESCO. Le territoire sur lequel on œuvre est surligné là, ici en orange. On parle donc principalement de la Manicouagan et tout le secteur là, entourant le réservoir Manicouagan et le massif des monts Wapishka, des monts Grou. Le programme duquel on fait partie de l'UNESCO, c'est le programme MAB, Man and Biosphere, ou L'homme et la biosphère en français, qui vise
à mettre en place des approches innovantes et d'expérimenter un développement durable qui est à la fois respectueux de la biodiversité et qui permet de concilier les usages que les populations font de leur territoire. Donc, cette approche-là, cette historique-là de notre organisation fait en sorte que la lunette gouvernance, culture est importante là, en plus des aspects environnementaux, sociaux et économiques du développement durable. Le projet de vitrine en tourisme responsable et durable a comme territoire de démonstration la réserve de biodiversité Wapishka. Sur la carte de droite, vous pouvez voir en rouge, elle est indiquée en rouge, donc c'est un territoire qui est situé à l'est du réservoir Manicouagan, environ, donc à partir là, du kilomètre 335, désolé, sur la route 389, environ 4 heures de route de Bécomo, un autre 3 heures de route là, jusqu'à Fermont. Ça, c'est des heures de conduite si c'est quelqu'un de la Côte-Nord qui conduit, évidemment. Et de manière plus large, on tient à souligner, à rappeler que ce territoire-là, la réserve de biodiversité Wapishka, mais également l'ensemble de nos activités, nous, en tant que région de biosphère, on est situé à l'intérieur du Nitassinan, de la Première Nation des Inuits Pessamit. Donc, c'est important de considérer cela, puisque lorsqu'on parle de conciliation des usages et d'une utilisation et d'une gestion responsable du territoire, le fait qu'on est situé sur un territoire traditionnel d'une Première Nation, c'est important de, les inclure et de considérer cette particularité-là dans les différentes activités réalisées. Un peu plus en détail, la réserve de biodiversité Wapishka, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Monts-Grous. Donc, c'est un territoire d'environ 1382 km² qui se compose de plusieurs sommets situés à plus de 1000 mètres d'altitude. Il y a une présence de toundra alpine, ce qui en fait un écosystème particulièrement intéressant au point de vue de la biodiversité, mais également fragile, d'où l'intérêt de protéger ce territoire-là. Il y a deux sentiers d'accès, un situé au sud, un situé au nord, qui permet d'effectuer la traversée des monts Wapishka, une randonnée de 3 à 5 jours, là, tout dépendant des personnes qui effectuent cette randonnée-là. Il y a également la boucle du mont Arfan, qui peut être une randonnée qui s'effectue en une journée, et deux sentiers d'accès hivernaux, un spécifiquement pour les activités de ski et raquettes sur un ruisseau, qui est aménagé sur un ruisseau, qui est identifié sur un ruisseau, et un sentier pour la motoneige qui se retrouve à être environ là, ici, qui est également là, partagé, qui est utilisé par certains usagers non motorisés. Les principales activités touristiques présentes sur le territoire, comme je mentionnais avec la présentation là, de l'aménagement de la réserve de biodiversité. Évidemment, la randonnée pédestre, la longue randonnée, le ski de montagne et la raquette. Puis, dans les activités motorisées, il y a la présence là, de motoneige hors piste que vous avez probablement déjà entendu parler. Ça demeure là, une des principales questions sur laquelle le comité de gestion de la réserve de biodiversité doit se pencher pour assurer une conciliation des usages. Parmi les principales réalisations effectuées donc depuis la désignation comme aire protégée, ça a été inscrit au registre permanent en 2009. Les principales réalisations sont la mise sur pied et l'animation d'un comité de gestion depuis 2009, donc depuis que l'aire protégée a été inscrite par le ministère de l'Environnement. Puis, dans le cas de la présentation, je vais résumer là, le ministère de l'Environnement, comme le nom a évolué là, au fil des années. Tout le monde, donc on parle maintenant le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Je vais parler du ministère de l'Environnement pour simplifier la présentation. Donc,
la mise en place, l'animation du comité de gestion depuis 2009. Un premier encadrement de la motoneige qui s'est effectué en 2013 et par la suite une démarche de concertation spécifique depuis 2015 pour venir adapter les modalités d'encadrement de pratique de la motoneige. Il y a une surveillance qui est effectuée par les agents territoriaux de Pessamit depuis 2019. Également, il y a des équipements et des ententes en lien avec la recherche et la sécurité qui ont été mises en place en 2020-2021. Puis, dernièrement, une autre des grandes réalisations, c'est la conception d'un plan directeur afin de structurer les activités touristiques de manière compatible avec les objectifs de conservation de l'aire protégée. C'est une conception qui s'est déroulée là, sur un certain temps et qui a mené là, une adoption en 2022. On a résumé ces différents bons coups-là qui ont été déployés, qui ont été réalisés dans la réserve de biodiversité Wapishka. On a résumé ça dans un concept qu'on intitule la gestion territoriale participative et adaptative. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, participative, puisqu'il y a une concertation des organisations présentes à l'intérieur de l'aire protégée pour favoriser une prise de décision qui vise la conciliation des activités touristiques entre elles, mais également des activités touristiques avec les objectifs de conservation de l'aire protégée. Par la suite, une gestion adaptative, puisqu'il y a une approche qui est en place qui vise à moduler et mettre à jour les décisions qui sont prises en fonction des connaissances scientifiques qui évoluent toujours là, dans le temps, mais également en fonction des savoirs inuits qui sont intégrés dans les différentes activités là, de suivi de l'aire protégée. Plus concrètement, comment se matérialise cette gestion adaptative et participative là, sur le territoire pour en faciliter là, la diffusion et pour créer des fiches et des outils qui présentent plus concrètement, techniquement, ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait et ce qui pourrait être fait afin d'inspirer d'autres sites touristiques ailleurs au Québec. On a décliné ce concept-là en 4 thématiques ayant chacune des sous-thématiques. Je vais présenter ces thématiques et sous-thématiques dans les prochaines minutes. Je vois qu'en ce moment, il n'y a pas de questions dans l'onglet questions et réponses. Donc, n'hésitez pas si au fur et à mesure que je présente les thématiques et les sous-thématiques, vous avez des questions. N'hésitez pas à les inscrire dans le questions-réponses puisqu'on va avoir une période là, prévue à la fin du webinaire pour y répondre. La première thématique. Je vais revenir ici. Voilà. Donc, la première thématique, on parle de concertation avec les acteurs locaux et autochtones, principalement le processus de gestion territoriale et de développement des activités touristiques. Donc, la sous-thématique 1.1, on parle du comité de gestion qui a été mis en place dans la réserve de biodiversité Wapishka, qui regroupe une quinzaine d'organisations différentes. Donc, autant notre organisation en tant que coordonnateur, le Conseil des Inuits de Pessamit, l'Association touristique régionale, les MRC sur lesquels est située l'aire protégée, des associations de conservation en lien avec le Conseil régional de l'environnement, Nature Québec, le Cégep et le Centre de recherche qui contribuent en données, en savoir par rapport au milieu, et surtout 2 associations qui représentent les usagers qui sont présents sur le territoire.
l'Association des Amis des Monts-Grou et l'Association des motoneigistes du Nord. Le comité de gestion a un rôle de recommandation auprès du gestionnaire du territoire qui, comme c'est une aire protégée, est le ministère de l'Environnement. Sauf que depuis 2009, le ministère de l'Environnement a toujours considéré et appliqué les décisions recommandées par le comité de gestion. Ensuite, en sous-thématique 1.2, on a l'intégration des activités touristiques dans une planification responsable et durable du territoire. On parle ici de la conception du plan directeur qui est à un niveau stratégique et du plan d'action qui l'accompagne, le plan d'action qui est plus à un niveau opérationnel ou tactique. Qui permet d'identifier les actions, les activités, les partenaires, les échéanciers le plus précis pour venir réaliser les activités de structuration des activités touristiques. C'est un processus qui est complémentaire au plan de conservation de l'aire protégée. Donc, comme on est dans un contexte d'aire protégée, le ministère a son propre plan de conservation, ses propres objectifs de conservation. Et d'un autre côté, le comité de gestion coordonne les activités touristiques de manière complémentaire afin de respecter les objectifs du plan de conservation. Thématique 2, conservation des milieux naturels et développement touristique. On a 3 sous-thématiques ici. Tout d'abord, donc, en 2.1, on parle du suivi des milieux naturels et de l'impact potentiel des activités touristiques sur les milieux naturels. Qu'on a phrasé contribution de la science et des savoirs autochtones au développement et à l'encadrement des activités touristiques. Donc, on a en place un programme de suivi socio-écologique avec différents indicateurs qui viennent mesurer, par exemple, l'emprise des sentiers de randonnée, le nombre de personnes qui fréquentent le territoire, certains inventaires écologiques pour des données qui ont été ciblées importantes. Un suivi également climatique là, qui est effectué à l'intérieur du territoire. Donc, tout ça, c'est présenté à l'intérieur de la thématique 2.1. Et ce sont des données qui sont utiles à la prise de décision par le comité de gestion. Lorsqu'on parle de gestion adaptative, on a ici une boucle de rétroaction. Ces données-là appuient la prise de décision éclairée par le comité de gestion. Thématique 2.2, incidence positive des activités de conservation des milieux naturels sur la qualité d'expérience touristique. On a exploré de différentes manières comment des milieux naturels de qualité sont à la fois attrayants pour des activités touristiques et qu'ils contribuent à la qualité de l'expérience touristique. Et on propose une méthodologie là, de calcul des coûts de déplacement pour venir évaluer la valeur qui est accordée à l'expérience par les visiteurs et les touristes. En thématique, sous-thématique 2.3, l'impact des changements climatiques sur les activités touristiques. Donc, évidemment, comme partout au Québec, les changements climatiques sont présents. Il y a des effets qui se font ressentir. Et ça, autant au niveau du milieu naturel, par exemple, avec un déplacement lent mais progressif du couvert forestier vers les sommets actuellement là, en toundra alpine. Et également les effets des changements climatiques sur les activités touristiques, que ce soit le couvert de neige pour les activités hivernales, des enjeux de sécurité pour les usagers, l'impact pour l'entretien des surfaces de marche des sentiers. Donc, ces éléments-là sont présentés à l'intérieur de la sous-thématique 2.3. La thématique 3 maintenant, l'encadrement des activités touristiques et la conciliation des usages.
On parle ici en 3.1 les infrastructures d'accueil et les infrastructures de pratique des activités touristiques. Donc, principal exemple, dans la réserve de biodiversité Wapishka, il y a la station Wapishka qui devient une infrastructure d'accueil qui permet de coordonner la pratique de la motoneige en saison hivernale, qui est également un point d'information pour les personnes qui accèdent là, au territoire. Il y a également les sentiers d'accès qui sont aménagés et entretenus par la Société des Amis des Monts-Groux, qui sont des infrastructures importantes puisqu'ils permettent de concentrer les activités, de limiter des impacts des randonneurs à l'intérieur de certains corridors identifiés et entretenus. Par la suite, dans l'encadrement des activités en 3.2, on présente le protocole et la réglementation pour la conciliation des usages, soit le protocole d'encadrement de la motoneige qui vient établir plusieurs modalités avec des zones d'interdiction, des zones où la motoneige est autorisée, des bons comportements que les personnes doivent s'engager à respecter, un guide obligatoire à avoir pour des groupes, un quota qui limite le nombre de motoneigistes par jour. Donc, il y a toutes sortes de modalités qui sont présentées là, à l'intérieur de cette sous-thématique-là. Et par la suite, en 3.3, la surveillance du territoire qui est effectuée à la fois par les agents territoriaux de Pessamit et également l'importance de différents éléments là, de sécurité qui ont été mis en place pour favoriser là, la sécurité des usagers et usagères. Thématique 4, qui est la dernière thématique avant qu'on tombe là, dans une section un peu plus interactive là, du webinaire. On parle de mobilisation des touristes et visiteurs par la mise en valeur des patrimoines naturels et autochtones. Donc, tout d'abord, communication et comportement responsable. Comment promouvoir les bons comportements tout en conservant un équilibre dans la promotion d'un milieu, donc de ne pas faire uniquement la promotion d'un milieu, mais de s'assurer qu'il y ait différentes stratégies pour favoriser à la fois des comportements responsables et qu'il y ait des activités, des pratiques là, qui soient compatibles avec le milieu. En 4.2, les incidences positives de la mise en valeur des patrimoines naturels et autochtones. C'est une incidence, ce sont des retombées positives qui sont à la fois pour ceux qui sont, disons, qui reçoivent cette mise en valeur-là. Donc, par exemple, les touristes qui ont accès à des activités de mise en valeur culturelle, qui ont accès à des documents d'interprétation, à des panneaux d'interprétation qui mettent de l'avant à la fois la richesse naturelle, mais également toute l'historique et la culture Innu qui est rattachée au milieu. Les touristes qui consomment d'une certaine manière cette offre-là ont une bonification de leur expérience. Et c'est également un bon moyen de les sensibiliser à l'importance du milieu. Et d'un autre côté, le processus de création de ces contenus-là, que ce soit par la mobilisation de savoirs scientifiques et également des savoirs autochtones avec des membres de la communauté Innu. C'est un bon moyen pour susciter un intérêt et de susciter une réappropriation du territoire et c'est quelque chose là, qui est très présent auprès des employés Innu de la station Wapishka, puis qu'on retrouve aussi avec les agents territoriaux de Pessamit. C'est la fierté de pouvoir représenter, de présenter cette culture-là qui est millénaire sur un territoire qui était et qui est encore là, fréquenté par la communauté. En 4.3, on parle de participation des touristes et visiteurs aux mesures de conservation.
soit la science citoyenne, des stratégies pour amener les personnes à contribuer à la collecte de données qui permet d'effectuer un suivi soit écologique ou un suivi de la fréquentation du milieu et de les amener à participer, à contribuer comme ça à la collecte de données. C'est une forme de mobilisation qui permet d'atteindre des objectifs de sensibilisation qui vont plus loin qu'uniquement la diffusion d'informations. Donc, j'ai fait la tournée des 4 thématiques. On arrive environ à 12h30. On passe maintenant à une autre section du webinaire. On a préparé 2 petites questions. On va vous présenter là, également les outils qui sont disponibles et par la suite, la période de questions. Donc, on bascule en ce moment vers le Mentimeter. Je vous invite à regarder sur votre Teams. Il y a un volet là, à droite qui vous permet de cocher une ou plusieurs thématiques qui rejoignent davantage la réalité de votre territoire. Je vous invite à cocher vos réponses et à cliquer sur Envoyer. Ah, excellent, ça commence à rentrer rapidement. Vous pouvez également sélectionner plus qu'un sujet, ça se peut que les 4 vous interpellent. On voit que le thème 3 est particulièrement populaire. L'encadrement et la conciliation des usages, qu'on est à 40 OK, donc on va prévoir d'être plus que prêt au thème 3 puis d'être excellent dans nos ressources. C'est égal ou plus ou moins les 2 premiers thèmes. OK, ben c'est bon, il y a de l'intérêt dans tous les thèmes. Super, ben merci, à toutes et à tous d'avoir participé. Oui, merci beaucoup. Et pour répondre justement à ces thèmes-là, Vanessa, on a plusieurs outils et ressources disponibles. Oui, pour donner le temps à notre cher collègue Vincent de respirer après sa présentation et pour le remercier, je vais me charger de vous présenter brièvement les ressources disponibles. Donc, depuis quelques semaines maintenant, on a mis à votre disposition une plateforme web qui est spécifiquement dédiée au projet de la vitrine en tourisme responsable et durable. Vous allez pouvoir y trouver des vidéos introductives, autant pour l'introduction au projet que pour les 4 thématiques dont Vincent vient tout juste de vous présenter. Vous allez également être en mesure de lire les fiches thématiques et de télécharger ou de zioter les outils téléchargeables pour chacune des thématiques, encore une fois. Notez toutefois que ce ne sont pas toutes les ressources qui sont disponibles en ce moment, à ce jour même. Nous avons prévu de les publier, de les rendre disponibles au public au fil des prochaines semaines et mois à venir durant la période automnale et hiver, notamment en lien avec le calendrier des prochains webinaires. Donc, le premier webinaire aujourd'hui, comme je l'ai mentionné au début, c'était un webinaire d'introduction au projet. Mais si jamais vous avez de l'intérêt plus spécifiquement pour une thématique et que votre horaire ne vous permet pas d'assister à tous les webinaires, vous pouvez sélectionner celui ou ceux auxquels vous aimeriez assister. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont tous être rendus disponibles en rediffusion quelques jours suivant la tenue de ceux-ci. Donc, sur ce, je redonne la parole à Vincent pour qu'il puisse vous parler brièvement d'un événement à venir très intéressant. Oui, donc il y a des ressources, il y a des activités en ligne, mais on a prévu également un événement en personne, un événement de démonstration et d'échange qui vise à susciter des moments de réflexion et d'échange entre les organisations participantes. Avec également là, des partenaires du comité de gestion de la réserve de biodiversité Wapishka, venir approfondir certaines thématiques en fonction de ce qui va avoir été soulevé par les participants lors des échanges. C'est un événement qui se tiendra à Bécomo les 28 et 29 janvier 2025. On a un nombre de places qui est limité. Donc, on a un formulaire de préinscription qui, le lien là, devrait vous être partagé là, dans le clavardage. Donc, c'est un événement pour lequel on va devoir malheureusement faire un choix là, parmi
parmi le nombre. Si on reçoit un grand nombre d'inscriptions, là, on vise une vingtaine de personnes pour favoriser là, justement une qualité des échanges lors de cet événement-là. Euh, Si vous êtes intéressé, vous pouvez remplir le formulaire d'ici le 27 novembre et on vous contactera là, début décembre, tout dépendant là, du nombre d'inscriptions qu'on va avoir reçues pour confirmer là, votre participation ou non, malheureusement. Donc, c'est bien sûr en fonction du nombre de places de disponibles. On a une dernière petite question pour vous avant de répondre à vos questions. Donc, quel webinaire thématique ou quel événement vous intéresse là, plus particulièrement à participer? Le Mentimeter va s'activer, ça va prendre, on doit juste charger la bonne diapositive et voilà, vous pouvez répondre directement. Encore une fois, plusieurs réponses sont possibles. Oui. Tout est intéressant. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas un événement ou un webinaire qui n'est pas intéressant selon vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Excellent. Événement de démonstration aussi, quand même beaucoup Mhm. d'intérêt. Super. Parfait. Un bon intérêt pour la conservation également. Donc, tout à l'heure, la thématique 3, l'encadrement était un peu plus populaire, mais on voit qu'il y a un intérêt pour le webinaire conservation. On va vous attendre avec plaisir en décembre là, pour parler là, un peu plus de ce qui est mis en place dans la réserve de biodiversité Wapishka. On est maintenant rendu à votre période de questions. Donc, voilà. Vanessa, on a Oui, des donc, questions du public, là, je crois, qui sont rentrées pendant que je présentais. juste avant, j'aimerais mentionner que nous avons réactivé vos micros et la possibilité d'ouvrir votre caméra également. Donc, si vous préfériez poser une question de vive voix à Vincent ou à moi, soyez les bienvenus. On a effectivement on a eu des questions de M. Marc durant la présentation, des questions assez spécifiques qui vont être adressées plus dans les prochains webinaires à venir, à, à voir s'il y avait peut-être une possibilité pour toi d'y répondre maintenant ou est-ce que quelqu'un aimerait lever la main aussi pour prendre la parole, là? C'est possible. Oui, gestion des eaux usées grises et noires. Quelles technologies sont utilisées au site d'accueil, le long des sentiers, dans les abris? Euh, Donc, pour la station Wapishka, c'est une fosse septique avec champ d'épuration là, qui est utilisée pour faire la gestion des eaux usées. Et donc, en milieu naturel, là, pour les randonnées, il y a quelques points avec des bécosses en bon vieux français qui sont aménagés, mais sinon, il y a une promotion qui est faite, une sensibilisation des principes du Centras pour favoriser une gestion responsable là, des eaux usées par les utilisateurs. Et comme on est dans un milieu naturel, une fois rendu dans les sommets, qui est non aménagé, c'est vraiment propre aux personnes là, d'adopter les bonnes pratiques pour leur gestion des eaux usées. Nous avons une main levée de Mme Martine Cotte. Donc, est-ce que Mme Martine, vous aimeriez ouvrir votre caméra ou prendre la parole pour poser votre question? Mhm. Madame Cotte, qui est avec la Société des Amis des Monts. Est-ce que ça semble fonctionner? Non, ça ne semble pas On ne fonctionner. s'entend pas. Bon. Sinon, Mme Cotte, vous pouvez peut-être écrire la question dans la Oui, conversation. Oui, Ah! j'ai trouvé le microphone, ça va. OK, oui. super! En fait, je sais que c'est juste une introduction que vous faites, mais Oui. j'aimerais savoir dans quelle partie, surtout, vous allez parler du plan directeur, parce qu'on a une vision assez différente du succès du plan directeur que vous en avez une.
mais je pense que c'est peut-être pas le webinaire pour en discuter. C'est que je voulais savoir là, dans lequel des webinaires, plus particulièrement, le plan directeur va discuter. Oui, donc le plan directeur, ça fait partie de la thématique 1 et ce sera présenté la semaine prochaine, donc le 27 novembre, le webinaire du thème 1 va aborder là, la question du plan directeur et du comité de gestion. C'est bon. Merci de la question. Ça a répondu à mes questions, parce que je pense que c'est pas à ce webinaire-là que c'est important d'en parler. C'est juste pour dire qu'on avait une vision différente là, du succès. Donc, je voulais être certaine de savoir à quel webinaire. Vous m'avez répondu, c'est celui de la semaine prochaine. Merci. Oui, exactement. On avait aussi une question, j'ai pas de nom par contre dans la conversation, qui demandait pour la rencontre en personne à Bécomo, est-ce qu'une activité d'échange plus près de la ville de Québec a été envisagée? Il n'y a pas d'activité de cette nature-là qui a été prévue à l'extérieur de la Manicouagan, plus près de la ville de Québec. On souhaitait faire ça à Bécomo pour pouvoir aller mobiliser là, également des partenaires locaux en lien avec la réserve de biodiversité Wapishka. Cependant, on est en train de planifier une autre activité, mais qui est plus de nature sectorielle ou stratégique, donc un regard stratégique sur des perspectives du tourisme en contexte nordique. Cette activité-là se tiendrait à Bécomo, mais on n'est pas pour cette activité-là, on n'est pas dans une dynamique là, d'échange et de venir là, approfondir de manière plus technique, disons, ce qui a été expérimenté et mis en place dans la réserve de biodiversité Wapishka. Excellent, merci beaucoup. J'ai encore Mme Cotte qui a une autre question, je pense. Je viens de voir une main levée à nouveau. Mm-hmm. Oui, bien en fait, c'est par rapport à ce que vous venez de parler. Il n'y aurait pas possibilité que ça puisse être offert aussi en forme webinaire. C'est-à-dire que des gens puissent participer, mais à distance, que ça ne soit pas juste en présentiel, parce que c'est sûr que les gens de Québec, c'est loin. Nous, la même chose à partir de Fermont, c'est loin. Là. Je ne dis pas qu'on ira pas de façon présentielle, mais des fois, il y a des choses comme ça. Quand j'étais en physiothérapie, on peut avoir des cours où les gens peuvent être sur place, puis d'autres pouvaient être en webinaire. Fait que je ne sais pas si vous avez évalué cette possibilité-là. En fonction des inscriptions qu'on va recevoir, en effet, on pourrait ouvrir un volet en ligne, mais pour la qualité des échanges, on visait là, tout d'abord principalement d'avoir des personnes en personne pour cet événement-là. Oui, c'est juste que par contre, ça limite certaines personnes, qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu avoir un intérêt, puis qui pourraient être importants dans la discussion à être là, qui vont être bloqués par le fait de la distance. Là. Vous allez peut-être vous retrouver plus avec des gens qui sont vraiment autour de Bécomo. Dans le formulaire d'inscription, il y a une case là, est-ce qu'il y a des considérations particulières si, dans le cas des personnes qui auraient préféré participer à distance, vous pouvez l'indiquer à cet endroit-là et au besoin, on ajustera la formule de l'événement pour répondre à ces besoins-là. Parfait, merci. Il y a une question de Marc. D'où vient le financement pour vos initiatives? Il y a peut-être deux volets à la réponse. Donc, tout d'abord, le projet de vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique et autochtone, les activités là, de documentation, de diffusion, c'est un fonds du ministère du Tourisme dans le cadre du plan d'action que j'ai mentionné en début de webinaire. Mais sinon, les initiatives qui sont déployées par le comité de gestion, il y a divers financements qui sont utilisés. Donc, le ministère de l'Environnement attribue une enveloppe pour la coordination des activités du comité de gestion. Et par la suite, les activités qui doivent être déployées, les différents partenaires du comité de gestion font appel à leur propre stratégie de financement pour aller chercher des fonds, que ce soit auprès
auprès de la MRC, la Société du Plan Nord, différents programmes du ministère de l'Environnement qui vient répondre à des besoins spécifiques à l'intérieur de l'aire protégée. Et probablement que... programme du ministère du Tourisme là, également. Donc, il y a chacun des partenaires dans son champ d'activité respectif pour les activités dont il est responsable d'effectuer va aller chercher du financement de cette manière-là. Le fait qu'il y ait une structure en place qui vient documenter, qui vient préciser des priorités, des objectifs pour le milieu, on considère que c'est quand même un élément qui facilite la mobilisation des partenaires financiers, puisqu'on vient appuyer les demandes avec des éléments qui ont été discutés dans une instance de concertation locale. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi les participantes participants? On a encore le temps, si vous aimeriez y Oui, répondre. on dépasse un petit peu là, de la durée qu'on avait visée, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut... Donc, dans ce cas-ci, si jamais vous avez des questions qui vous surviennent un peu plus tard ou que peut-être un petit peu de gêne de les poser, ma collègue Marie-Lise va pouvoir mettre dans la conversation une adresse courriel à laquelle on vous invite à envoyer vos questions. Peut-être que celles-ci seront répondues dans les prochains webinaires à venir portant sur une thématique spécifique ou tout simplement, à titre de curiosité, vous êtes les bienvenus de nous les envoyer. Ah, il y a encore une dernière question de Marc. Est-ce qu'on prend une petite minute de plus, Vincent? Y a-t-il une participation financière ou personnelle de la nation Innu de Pessamit? Donc, oui, il y a une participation de la nation Innu de Pessamit, autant en termes de temps qui est dédié aux activités du comité de gestion. Il y a une participation également dans différents projets de recherche, d'acquisition de données, qui est à la fois une implication en termes de temps, mais qui est financière. Puis également la station Wapishka, l'infrastructure d'accueil, la nation, le Conseil des Inuits de Pessamit est copropriétaire de cette infrastructure-là avec la région de biosphère Manicouagan-Wapishka. Donc, une implication qui est financière, autant dans l'infrastructure, mais également en termes de gestion de l'entité station Wapishka. Donc, voilà, j'espère que ça répond à cette dernière question-là. S'il y a d'autres questions, je vous invite à nous contacter à l'adresse courriel là, qui est présente sur la page web du projet. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Oui, merci beaucoup à tous. À bientôt.